Les problèmes qui ont été documentés, il y a environ 20 000 consultations à la salle d'urgence par année aux États-Unis, environ 2 décès par année, et c'est des consommations souvent sporadiques. C'est l'étudiant qui, par exemple, une nuit, va consommer 4 consommations de 473 cc et va faire une mort subite en s'en allant à son examen, Ah oui. faire un arrêt cardiaque. Donc, il n'y a pas que la consommation chronique, il y a la consommation sporadique, ponctuelle, excessive, de plus que 4 consommations, qui est reliée à des événements mortels chez les patients habituellement en bas de 30 ans. J'aimerais, Jasmine, que vous nous parliez d'abord de votre état de santé. Que se passe-t-il pour vous? Ah, je vais très bien. J'ai rapidement récupéré de ma deuxième opération, en fait. Ma vie reprend son cours tranquillement, pas vite. Travail, tout ça. Tout commence vraiment à se remettre en place, là. Fait que je vois que du positif à venir, là. OK. Docteur Sénéchal, est-ce que c'est un scénario classique que d'avoir un cœur mécanique pendant une certaine période et qu'on puisse le retirer, que le cœur reprenne ses fonctions normales? Non, c'est pas du tout classique. Il y a 3 types de patients. Il y a des patients qui auront un cœur mécanique à destination, donc ils l'auront pour leur vie, en espérant que le cœur mécanique puisse fonctionner plus de 15 ans. Et l'autre type de patient va l'avoir jusqu'à la transplantation. Donc, il l'aura 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à la transplantation. Il y a environ 15 des patients chez qui la fonction du cœur va récupérer avec le temps. Et ça prend entre 6 mois et 1 an et demi. OK. Et c'était le cas de Jasmine. OK. Donc, c'est vraiment une minorité, une petite minorité de patients là, qui voient leur cœur fonctionner normalement. Est-ce que vous pouviez le dire au moment où vous avez installé le cœur mécanique ou c'est vraiment on l'installe puis on verra comment le cœur réagit? Il faut savoir qu'on l'installe et on verra comment il va réagir, mais on a eu une expérience positive depuis 5 ans. Les patients qui ont une cardiopathie qu'on appelle toxique. Donc, on a 2 types de patients comme Jasmine. Il y a Jasmine, puis il y a un autre patient qui a pris du fort locaux également, on a pu sauver son cœur mécanique. Et les autres types de patients, c'est les patients qui prennent des amphétamines, qui est vraiment un fléau. Et on avait développé avant Jasmine ce type d'expérience. Et puis, les patients récupèrent effectivement lorsqu'ils prennent des agents comme les amphétamines et comme les boissons énergisantes chez 2 de nos patients. Parlez-moi de votre consommation, parce qu'elle était vraiment excessive, là. Vous vous en êtes rendu compte une fois que vous avez eu votre diagnostic, là, mais ça avait l'air de quoi? À la base, moi, une journée normale, qui était le lundi, mardi, que je travaillais pas, je pouvais en prendre 4 facilement. Vraiment, là, je commence mon petit café du matin à 6 heures, tout de suite une boisson énergente vers 9 heures, midi, une boisson énergente si j'ai pas le goût de manger. Ça allait rapidement à 4. Les gens, ils ont l'impression que 4, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme, mais moi, je pouvais me rendre jusqu'à 8 le vendredi Ah si j'ai oui. commencé ma journée à 6 heures du matin, puis minuit, je suis toujours pas couchée, là. OK. Puis si tu y vas, vous consommez, par exemple, toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, c'est vite passé, là, 5-6, là. Est-ce qu'on vous mettait en garde? Est-ce que vous aviez l'impression que, en lisant ce qu'il y avait sur l'étiquette, c'était suffisant pour vous inciter à ralentir? Ou... Non, puis comme j'en discutais tantôt avec une autre personne, avec mon médecin, en fait, il dit pas plus que 1 à 2 sur chaque canette. Sauf que si c'est 1 à 2, puis c'est le format grand, ils disent pas ceci contient la quantité maximum d'une journée. Donc, si j'en prenais 2, 3, 4, bien, ça dépendait du format. Ça changeait rien sur la quantité de Ouais, format, là, ouais. parce que l'étiquette est pas claire, dans le fond. Puis, à l'âge que j'avais, je vous dirais, je le prenais, puis je me posais pas plus de On se pose questions pas de que ça. questions, puis on est jeune, puis on s'imagine pas que notre corps va mal réagir à une consommation comme celle-là. Est-ce que vous avez l'impression maintenant d'avoir un rôle de sensibilisation? Peut-être pas de porte-parole, parce que là, vous avez accepté de parler de votre histoire, puis vous acceptez d'en reparler encore, mais dans votre entourage, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez maintenant? Est-ce que vous essayez de sensibiliser les gens aux boissons énergisantes? Oui. Avant, j'étais celle que les gens pouvaient dire Hey, tu vas mourir à force d'en prendre. Puis je dis écoute, on n'a jamais vu personne mourir de ça, là. Puis aujourd'hui, ben au moins, si je peux pas changer l'opinion, faire arrêter les gens complètement d'en boire, j'apprécie quand même le fait que les gens sont sont modérés, surtout quand que je suis là, ou honnêtement, ils réfléchissent à 2 fois. Je veux dire, il n'y a pas personne dans mon entourage qui se boit une boisson énergisante à côté de moi sans se sentir un minimum coupable. Ou Ouais. se dire, me regarder et dire, je le sais, genre, je devrais pas.
Puis ce qui est des plus jeunes, les petits cousins, la famille, tout ça, qui sont vraiment plus jeunes que moi, les mineurs, eux, t'oublient, là. Il y en a pas une que, tu sais, dans la famille ou dans mon entourage qui pourrait se permettre là, de me croiser puis avoir ça dans les mains. Fait que Ouais. je me dis que je commence à faire mon petit bout de chemin OK, pour aider ouais, certains. puis d'avoir un effet positif dans votre entourage. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont vous, parce que vous êtes encore jeune, là, sur la façon dont vous percevez la santé, la chance qu'on a d'être en santé? Est-ce que, de façon générale, outre les problèmes que vous avez avec votre cœur, vous réfléchissez à ça aussi? Oui, je trouve que je suis vraiment chanceuse. De un, l'hôpital va m'avoir bien entourée. Fait que j'étais armée quand je suis sortie de là. Je me suis pas sentie délaissée et tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'au niveau de la santé, c'est pas que j'ai négligé, mais j'ai pris beaucoup de choses pour acquis parce que les gens se déculpabilisent en buvant ça en se disant « Ah, écoute, je suis pas le seul à en boire. » Alors que quand tu vas tomber malade, ben, tu vas être tout seul qui va être malade. Puis c'est de ton entourage qui va devoir vivre de ça. Tu sais, qui vont devoir te supporter, qui vont devoir gérer tes affaires parce que quand tu es malade, l'extérieur continue de tourner quand même. Là. Ouais. Fait que là, je prends plus pour acquis ma santé. Comment ça fonctionne un cœur mécanique, Dr. Écoutez, Sénéchal? c'est une turbine qui est dans l'abdomen. Le cœur ne fonctionne plus. Il n'a plus sa capacité de contracter, de pomper le sang. Donc, c'est une turbine qui aspire le sang et puis qui va amener le sang au niveau de la aorte ascendante et distribuer le sang au niveau du cerveau, des reins, du foie, au niveau des organes vitaux. Donc, ça fonctionne avec des batteries. Et puis, le cœur est vraiment dans l'abdomen. Et ce qui sort du patient, c'est un câble qui est connecté à ces batteries. Donc, le patient a quand même des contraintes. Puis, il faut une compréhension minimale, je vous dirais. Et puis, il faut collaborer. Mais les patients, habituellement, collaborent très bien, puis ont une vie assez normale. Mais effectivement, il y a des contraintes. Ah oui. On ne peut pas se baigner. Et puis, il y a des efforts physiques qu'on aimerait faire, qu'on ne peut pas faire, comme la station debout prolongée. tout ça. Le cœur est en pause pendant ce temps-là? Le cœur est en pause. Il ne bat plus. Il peut avoir une petite activité contractile, mais c'est minimal. Vraiment, le gros du travail, c'est le cœur mécanique.